Bonjour tout le monde, on commence aujourd'hui l'univers Terre et Espace. Donc l'univers Terre et Espace est divisé en 6 sous-aspects: l'espace, l'atmosphère, la lithosphère, l'hydrosphère, les régions climatiques et la biosphère. Donc on va complètement sauter l'espace parce que ça a été largement couvert au premier cycle. On va passer rapidement aussi la lithosphère, étant donné que les roches, les minéraux, les sols, ça a été aussi vu beaucoup au premier cycle. Donc, on va, je dirais, passer plus de temps sur l'atmosphère et l'hydrosphère. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'atmosphère. Donc, les sujets à discuter dans l'atmosphère, il y a l'effet de serre, les masses d'air, la circulation atmosphérique, les cyclones et les anticyclones, l'ozone, la contamination atmosphérique et les ressources énergétiques. Pour les notes de cours sur ces sujets-là, vous allez avoir accès au PDF du PowerPoint et aussi dans Observatoire, les sections explicatives avant les exercices sur les sujets de l'atmosphère sont très bien faites. Donc, premier sujet, l'effet de serre. Donc, un élément important avec l'effet de serre qu'on a tendance parfois à oublier, c'est que c'est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère. Donc, l'effet de serre en tant que tel, ce n'est pas mauvais. On a tendance à l'entendre d'un point de vue négatif, mais s'il n'y avait pas l'effet de serre, on ne pourrait pas maintenir une température viable sur la Terre. Donc, la Terre reçoit juste une petite fraction de l'énergie solaire, un demi-milliardième, et de ça, en absorbe 47%. Mais après ça, la Terre, vu qu'elle s'est réchauffée, est capable d'émettre des infrarouges qui vont rester en partie emprisonnés dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre et c'est ça qui permet le réchauffement de la Terre. Donc, si on a une image qui le représente, donc s'il n'y avait pas d'effet de serre, on recevrait la lumière du soleil et les infrarouges qui quitteraient tout de suite, tandis qu'avec l'effet de serre, il y a une zone, l'atmosphère, qui capte des rayons et qui nous permet de maintenir la température autour de 15 degrés. Comme vous voyez en dessous de la première image, s'il n'y avait pas l'atmosphère et pas d'effet de serre, la température terrestre serait environ de moins 18. Ce qui est, les gaz qui vont permettre l'effet de serre, donc il y a l'eau, H2O, le CH4, le CO2 et le N2O, qui sont tous des gaz qui sont là de façon naturelle. Ce qui est négatif, c'est l'effet de serre renforcé. Donc, c'est qu'il y a une augmentation du CO2, du CH4 et du N2O qui est amenée par les industries, les activités humaines. Et ça augmente l'effet de serre et donc ça augmente la température à la surface. Donc, le potentiel de réchauffement des trois principaux gaz à effet de serre, GES, on le compare au CO2 qui est le plus commun. Donc, on dit qu'il y a un potentiel de réchauffement de 1 et il va rester dans l'atmosphère de 50 à 200 ans. Le méthane va rester moins longtemps, mais un potentiel de réchauffement beaucoup plus élevé que le CO2, donc de 11 à 23 fois plus élevé. Puis l'oxyde de diazote, de 296 à 320 fois plus élevé que le CO2. Ici, c'est les gaz à effet de serre au Canada. C'est un diagramme qui date de 2014 avec l'augmentation du CO2 en mégatonnes pour les années. Donc, en 2014, il y avait eu un plan qui avait été fait pour atteindre une certaine cible en 2020, le point orange. Puis, on voyait qu'avec les mesures actuelles, ça ne serait pas atteint. Il y a des nouvelles mesures qui ont été mises en place. Je n'ai pas trouvé un diagramme plus récent. Par contre, j'aurais tendance à dire qu'on est en 2020, on n'est pas rendu à ce point-là. Ici, on voit la place du Canada dans les gaz à effet de serre mondial en 2014 encore. Donc, le Canada produit 1,6% des gaz à effet de serre mondial. Peut-être ça ne semble pas tant que ça, mais si on comparait avec le nombre d'habitants, c'est quand même significatif comme quantité. Ensuite, ici, on voit le pourcentage des gaz à effet de serre. Donc, c'est surtout du CO2 qui est émis. Après ça, le méthane et l'azote à 6%. Il y a d'autres types de gaz à effet de serre aussi là, qui sont plus minimes, qui représentent 1%. Et finalement, quelle industrie, d'où viennent les gaz à effet de serre? Donc, la majorité, 36% du transport, 33% des industries, les commerces, 13%, le résidentiel, 15% et le milieu agricole, 3%. Deuxième point, les masses d'air. Donc, les types de masses d'air. Pour caractériser une masse d'air, il faut dire, premièrement, si elle est sec ou humide, et ensuite, on va dire si elle est chaude, très froide ou froide. Donc, si elle est sec, on va dire que c'est une masse d'air qui est continentale, donc qui vient
de passer au-dessus d'un continent, donc n'a pas absorbé d'eau, tandis qu'une masse d'air humide, on l'appelle maritime, donc elle vient de passer par-dessus de l'eau, ce qui fait qu'elle a capté de l'eau à l'intérieur. Chaude, on appelle ça tropicale, très froide, on appelle ça arctique, et froide, on appelle ça polaire. Donc, en combinant ces caractéristiques-là, on va avoir des noms pour les différentes masses d'air. Donc, les masses d'air en Amérique du Nord, donc les plus fréquentes, il y a la masse d'air continentale arctique, donc qui est composée d'air sec et très froid. Il y a la masse d'air maritime arctique, qui est composée d'air humide et très froid. La masse d'air maritime polaire, donc de l'air humide et froid. Et la masse d'air maritime tropicale, de l'air humide et chaud. Donc ici, c'est une carte qui démontre quelle masse d'air est située à quel endroit en Amérique du Nord. Les masses d'air, ça nous aide plus tard à comprendre les phénomènes météo parce que c'est le déplacement des masses d'air qui fait les différents phénomènes. Donc, ce que je viens de dire, le déplacement des masses d'air et leur rencontre crée les conditions météorologiques. Deuxième élément dans les masses d'air, c'est l'humidité. Donc, l'humidité relative, pour comprendre l'humidité relative, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'air, entre les molécules d'air, il y a des espaces où il peut y avoir des gouttelettes d'eau qui vont se loger. Ces espaces-là ne sont pas les mêmes dépendamment de la température de l'eau. Donc, si la température de l'eau est basse, donc si la température de l'air est basse, ça veut dire que les particules d'air sont plus rapprochées les unes des autres, donc il y a moins d'espace. Tandis que si la température est élevée, donc il fait plus chaud, les particules d'air vont être en plus grand déplacement, vont occuper un plus grand espace, il va y avoir plus de place pour de l'eau entre les particules d'air. Donc, quand il n'y a plus de place, donc quand la limite est atteinte, l'air est saturé, donc on a une humidité relative de 100%. Donc, si tout l'espace disponible pour de l'eau dans l'air est pris, l'humidité est à 100%. Donc, l'humidité relative, c'est le pourcentage de la quantité maximale de la vapeur d'eau que l'air peut contenir à une température donnée. Donc, par exemple, si j'ai une certaine quantité d'air qui serait capable de contenir 20 grammes d'eau et que présentement à l'intérieur, il y a 10 grammes d'eau, bien, elle serait à une humidité relative de 50%. Donc, 10 sur 20 fois 100 donne 50%. Donc, l'humidité relative, ça permet d'expliquer certains phénomènes, entre autres le point de rosée, donc la température à laquelle la rosée va se former sur le gazon, supposons le matin, des gouttes de rosée qui se forment, il y a une température qui s'appelle le point de rosée. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on a de l'air chaud qui contient une certaine quantité d'eau à l'intérieur et que cet air chaud-là se refroidit, en se refroidissant, il y a de moins en moins d'espace pour de l'eau et elle devient saturée. Au moment où elle devient saturée, il y a la rosée qui va se former parce que l'eau va se condenser. Donc, quand on a de l'air qui change de température, ça va faire qu'éventuellement, de l'eau va se condenser parce qu'il n'y a plus de place dans la masse d'air pour la contenir. Donc, ça explique la rosée au sol, ça explique aussi le brouillard en altitude. Donc, quand on monte, éventuellement, il va y avoir un endroit où l'air va se condenser et faire du brouillard. Ici, on a le diagramme de Mollier, qui est un diagramme qui nous permet de trouver cette température-là de point de rosée. C'est un diagramme qu'on utiliserait quand même, je dirais qu'on passerait peut-être un cours là, à parler d'humidité relative et à faire des exercices avec ce diagramme-là. Je vais passer rapidement, on ne va pas vraiment l'utiliser, mais juste pour ceux que ça intéresse, on a des lignes qui représentent des pourcentages d'humidité relative, puis en bas, on a les températures. Par exemple, si je vais à la température de 20, et que je monte à 60% d'humidité, on voit qu'il y a une intersection. Puis si je suis la flèche vers la gauche, je vais voir que quand je vais atteindre le 100%, je vais être rendu à une température de 12. Donc, ce que ça veut dire, c'est que s'il fait 20 degrés présentement et que mon air est saturé à 60% et que ça se rafraîchit pendant la nuit, c'est quand je vais atteindre le 12 degrés Celsius que l'air va être saturé et donc que la rosée va commencer à se former. Donc, c'est un diagramme à utiliser pour savoir quand est-ce que la rosée va se former, quand est-ce qu'il va y avoir du brouillard. Prochain point, la circulation atmosphérique. Donc, le premier élément pour comprendre la circulation atmosphérique, c'est un rappel sur la convection. Vous avez déjà vu la convection en secondaire 1 et peut-être en secondaire 2, quand vous avez vu la structure de la Terre et le magma, les mouvements dans le magma pour les plaques tectoniques. Donc, la convection, ce que c'est qu'on a, dans ce cas-ci,
un gaz, mais ça peut être avec un liquide qui se réchauffe. Quand le fluide se réchauffe, il occupe un plus grand volume parce que les particules se dilatent. En occupant un plus grand volume, mais la masse ne change pas, ça veut dire que la masse volumique diminue. Si la masse volumique diminue, ça va flotter. Rendu en haut, ça se refroidit, donc le volume diminue, ça se contracte. J'ai la même masse, mais un volume qui est plus petit, ce qui veut dire que la masse volumique va augmenter et ça va redescendre. Donc ça fait une boucle comme ça qui descend et qui monte à cause de la variation de la masse volumique causée par la variation de volume due à la température. Donc l'air a des boucles de convection comme ça qui expliquent les vents, entre autres. Donc ici, on a les 6 grands courants sur la Terre. Donc il y a 6 grandes boucles de convection qui sont, comme sur le diagramme ici, qu'on appelle des cellules de Hadley, Ferrel et polaires, et qui expliquent les directions des vents à la surface. Donc on regarde, si vous regardez le bas de la boucle, celle qui est comme collée sur la Terre, mais on voit si ça va de haut en bas, du sud vers le nord ou du nord vers le sud. On voit peut-être pas super bien, mais sur le globe en tant que tel, j'ai ajouté des flèches vertes pour montrer ça va être quoi la direction du vent aux différents endroits. Donc les directions de vent sont influencées par ces 6 grands courants-là qui sont créés par de la convection. Un autre élément qui va faire varier le vent, c'est la force Coriolis. Donc la force Coriolis, c'est une force qui est créée par la rotation de la Terre. Elle va avoir un effet contraire dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère nord, elle va faire dévier l'air vers la droite et dans l'hémisphère sud, elle va faire dévier l'air vers la gauche. Et ça va influencer l'orientation des vents. Dans la vidéo de C'est pas sorcier que vous allez devoir écouter ensuite, il y a une bonne petite démonstration qui explique pourquoi la force Coriolis fait dévier. Donc, ici, vous voyez la déviation. Donc, si je prends les flèches de vent qui sont dans l'hémisphère nord, on a la flèche droite et après ça, on a une flèche courbée un peu vers la droite, qui serait la vraie direction du vent. Donc, tous les vents seraient un peu déviés vers la droite dans l'hémisphère nord, tandis que dans l'hémisphère sud, j'ai ma flèche principale et je vois qu'il y a une déviation vers la gauche. Donc, la rotation de la Terre engendre cette déviation-là. Ce qui fait finalement que, si on regarde le dessin en dessous, l'orientation des vents est celle représentée ici. Donc, le courant de convection nous permet de savoir si ça va du nord au sud ou du sud au nord, et la force Coriolis nous permet de voir si c'est dévié vers la gauche ou vers la droite, ce qui donne les vents dominants qu'on a ici, les alizés du nord-est, les alizés du sud-est, les vents d'ouest et les vents d'est polaires, donc qui sont les vents dominants. Donc des grands couloirs de vent dont la direction est déterminée par les courants de convection et la force Coriolis. Donc, ça ne veut pas dire que c'est les seuls vents possibles, mais si on regarde la zone dans laquelle le Québec est ou Gatineau serait, on voit que les vents y arrivent en majorité, sur le diagramme, ils arrivent du sud-ouest. Et quand vous regardez des cartes météo, on sait qu'on peut voir, mettons, un nuage de pluie qui est en Ontario puis qui se déplace tranquillement vers le Québec. Donc, la météo qu'il y avait hier en Ontario, on va l'avoir peut-être aujourd'hui à Gatineau, puis demain en Gaspésie. Donc, on sait que ça suit un déplacement comme ça. C'est comme ça qu'on peut prévoir nos conditions météo en sachant que c'est le sens du déplacement des masses d'air. Ensuite, un autre type de vent, les courants jets ou les jet streams, donc des vents très rapides qui sont au sommet de la troposphère, donc de 8 à 14 km d'altitude, et qui vont aller à une vitesse de 100 à 360 km/h. C'est généré par les contacts de masse d'air. Donc, si vous voyez sur le diagramme, les lignes rouges représentent les courants jets. Ils sont à la limite des cellules qu'on a parlé plus tôt de convection. À cause que c'est des températures différentes, c'est ça qui engendre les grands vents. Prochain point, les cyclones et les anticyclones. Donc, les cyclones et anticyclones aussi, ça va être bien expliqué et bien visualisé dans l'épisode de C'est pas sorcier. Donc, un cyclone, c'est une zone de basse pression. On peut aussi appeler ça une dépression. À cet endroit-là, l'air chaud est en train de monter en tournant et ça va créer des nuages parce que quand l'air chaud monte, il va éventuellement se refroidir et à cause qu'il se refroidit, ça fait qu'il atteint son 100% d'humidité et l'eau va se condenser. Un anticyclone, c'est le contraire, c'est une zone de haute pression. L'air froid descend en tournant
et c'est une zone où il va y avoir pas de nuages, il va faire beau. Donc, pour comprendre comment les cyclones et les anticyclones fonctionnent, il faut d'abord comprendre ce que c'est la pression atmosphérique. Donc, la pression, c'est la force qui est exercée par le poids de l'atmosphère sur la Terre. Donc, toute l'air qui est au-dessus de nous a créé une force qu'on ressent, qui est la pression. La pression normale, c'est 101,3 kPa. Plus on monte en altitude, moins il y a de molécules, donc la pression diminue. Donc, en haut d'une montagne, la pression soit moins grande. L'air chaud est moins dense, donc il exerce une moins grande pression. Et quand il y a une basse pression, ça a une formation de nuages, parce que s'il y a une basse pression au sol, ça veut dire que l'air est en train de se déplacer, de monter, va se condenser et faire des nuages. Ici, on a un diagramme qui montre la relation entre un anticyclone et un cyclone. Donc, encore une fois, je vais passer un petit peu vite, mais dans l'épisode de C'est pas sorcier, vous allez voir, ça va bien expliquer la formation. Donc, le H pour haute pression. Donc, vous voyez qu'à cet endroit-là, l'air est en train d'arriver vers le sol. Donc, il y a beaucoup d'air qui s'en va vers la surface. C'est pour ça qu'on ressent une haute pression. Vu que l'air est en train de descendre, ça fait du beau temps. Il n'y a pas de nuage qui va être formé. Au sol, l'air va circuler de la haute pression vers la basse pression. Vous avez vu ça l'année passée en sciences, dans le système respiratoire, comment la pression, ça réagit. Donc, ça va toujours aller d'une haute pression vers une basse pression pour essayer de rééquilibrer. Donc, à la surface, c'est ça qu'on va observer, un vent qui va de haute pression à basse pression. Ensuite, rendu au point de la basse pression, le L, l'air va remonter dans l'atmosphère, puis en remontant, va se refroidir, ce qui va faire qu'il va y avoir formation de nuages. Puis là, c'est là qu'il va y avoir de la pluie à cet endroit-là. Et dans l'atmosphère, en haut, à gauche, chez moi, on est rendu avec une haute pression parce qu'il y a beaucoup d'air à cet endroit-là, qui va se diriger vers la droite, une basse pression, et ça fait une boucle comme ça. Donc, la haute pression, l'anticyclone, l'endroit qui fait beau, et la basse pression, le cyclone, l'endroit où il fera pas beau. Et tous ces mouvements-là d'air se font en rotation. Donc, dans l'hémisphère nord, ça va être une rotation qui est anti-horaire, puis dans l'hémisphère sud, ça va être une rotation qui est dans le sens horaire. Les cyclones peuvent devenir des ouragans. Donc, s'ils se forment, il y a plusieurs conditions à respecter pour que ça devienne un ouragan, mais entre autres, il faut que ça se forme au-dessus de l'eau pour absorber plus d'humidité pour devenir éventuellement un. Les ouragans, les cyclones tropicaux et les typhons, c'est tout le même phénomène. C'est juste que selon géographiquement où ça se produit, ça change de nom. Donc, c'est vraiment tout le même phénomène météo. Donc, les ouragans, c'est l'océan Atlantique, Pacifique, Nord-Est. Les cyclones tropicaux, c'est dans l'océan Indien. Et les typhons, c'est dans l'océan Pacifique, Ouest. Ensuite, les fronts et la formation de nuages. Donc, un front, c'est une ligne de transition entre des masses d'air. Donc, j'ai deux masses d'air qui se rencontrent. Vraiment, la limite entre les deux masses, c'est ça qu'on appelle un front. Le déplacement du front fait des conditions météo. Un front froid, vous avez sûrement déjà entendu ça aux nouvelles, il y a un front froid qui arrive, c'est que c'est une masse froide qui est en déplacement. Ça va occasionner des précipitations et une augmentation de température à la suite. Un front chaud, c'est une masse chaude en déplacement, ça va créer des orages, donc c'est des conditions météo moins bonnes, averses, vent, et il va faire froid par l'après. À chaque fois qu'il y a un front, il y a des nuages parce que c'est une rencontre de deux masses d'air puis que la masse chaude va monter, ça va faire des nuages. Mais un front froid, c'est des conditions un peu moins pires, faible précipitation, tandis qu'un front chaud, c'est vraiment plus orageux. Donc, une masse froide soulève l'air d'une masse chaude. En montant, l'air se refroidit, l'humidité relative augmente jusqu'au point de rosée, condensation et formation de nuages. Donc ici, ce serait un exemple de front froid. Ici, c'est une carte météo où on voit des informations comme les pressions. Donc, les chiffres, c'est des pressions qui doivent être en hectopascal. Et on a aussi les lignes qui représentent les fronts avec des cercles et des triangles. Donc, les symboles, un front chaud, c'est des cercles sur la ligne rouge et un front froid, c'est des triangles bleus. On peut aussi utiliser H ou A pour dire haute pression ou anticyclone sur une carte météo. Et on peut utiliser L ou D pour basse pression, cyclone, dépression. Ozone. Donc, l'ozone stratosphérique, ça, c'est la couche d'ozone. Donc, 90% de tout l'ozone qu'il y a
dans l'atmosphère est situé dans la couche d'ozone. La façon que l'ozone est créé, c'est un cycle. Donc, les rayons UV vont séparer l'ozone en O2 et O et ensuite vont se reformer selon le cycle de l'ozone. Ici, ça représente le cycle de l'ozone, le soleil avec ses rayons UV qui brisent un O3. Après ça, les rayons UV vont briser le O2 et on va se retrouver avec des oxygènes qui, après ça, vont se reformer. Il y a le trou dans la couche d'ozone, que vous avez sûrement déjà entendu parler, qui a été causé par des CFC. Des CFC, dans le fond, c'est une molécule qui contient du chlore et qui est décomposée par les ultraviolets. Puis le chlore qui est dans les CFC va se lier à l'ozone pour éventuellement briser l'ozone et faire de l'oxygène. Et c'est un cycle qui continue et ça rebrise tout le temps l'ozone. Donc, il faut juste comprendre que le chlore présent dans le CFC va nuire à l'ozone de la couche d'ozone. Les CFC, c'est maintenant interdit, puis la couche d'ozone se porte beaucoup mieux qu'avant. L'ozone troposphérique, donc ça c'est de l'ozone qui ne se retrouve pas dans la couche d'ozone, qui se retrouve plus près de la Terre. Donc c'est un des composants du smog. Ça contribue aussi à l'effet de serre renforcé. Puis c'est une réaction entre le NO, le NO2 et le rayonnement solaire qui va produire cette ozone-là. Fait que c'est pas un polluant qu'on produit les humains en tant que tel, c'est comme une combinaison avec des choses que nous on produit qui forment éventuellement cette ozone-là. Le smog, ce que c'est, donc des vapeurs d'eau et de la poussière avec l'ozone troposphérique, avec des NOx. NOx, ça veut dire que ça peut être NO2, NO3 et SOx, SO2, SO3, SO4. Puis le smog va être surtout présent lors des anticyclones parce que l'air est en train de descendre, puis ça accumule le smog à la même place. Contamination atmosphérique, donc qu'est-ce qui contamine l'atmosphère? Donc il peut y avoir des aérosols. Des aérosols, c'est des particules qui sont en suspension. Les aérosols, ça sert de noyau de condensation pour former des nuages. Ensuite, bon, on a les contaminants qu'on appelle primaires. Donc ça, c'est vraiment ce qui est émis par les humains. Donc ça peut être des particules en suspension dans les industries, du dioxyde de soufre, du monoxyde de carbone, de l'oxyde d'azote, des composés organiques volatiles. Donc ça, c'est des exemples de polluants qu'on appelle primaires. C'est quoi les effets de ces polluants-là? Donc, les particules en suspension peuvent altérer les fonctions pulmonaires. Ils peuvent aussi avoir des impacts sur la respiration des végétaux. Le dioxyde de soufre peut irriter les voies respiratoires, peut aussi causer des pluies acides. Le monoxyde de carbone chez les humains empêche l'oxygénation. Vous avez déjà vu ça aussi l'année passée. Et sur l'environnement, crée de l'ozone troposphérique. L'oxyde d'azote cause des troubles respiratoires sur l'environnement, cause des pluies acides. Et les composés organiques volatiles, ça peut causer des cancers, des mutations. Et sur l'environnement, ça augmente l'effet de serre et l'ozone troposphérique. Ensuite, il y a des contaminants qu'on appelle secondaires. Donc ça, c'est qu'ils sont issus de la transformation chimique des polluants primaires. Un exemple, c'est l'ozone troposphérique. Donc c'est vraiment des polluants qu'on n'a pas créés en tant que tels, mais qui se sont créés à la base avec un contaminant primaire. Et finalement, c'est quoi les ressources énergétiques qu'on peut retirer de l'atmosphère? Il y a l'énergie éolienne que vous connaissez, donc qui est causée par l'énergie cinétique des vents. Un des désavantages de l'énergie éolienne, c'est qu'on ne peut pas vraiment l'entreposer. Donc, quand ils ne vendent pas, on n'a pas d'énergie si on n'a pas d'autres sources. Et il y a aussi l'énergie thermique de l'air, donc l'utilisation de thermopompes. Donc, pour utiliser la chaleur dans l'air, ça peut être soit pour se chauffer l'hiver ou pour se climatiser. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser uniquement, mais ça peut être un complément. Donc voilà, ça fait le tour des différents concepts pour la section atmosphère. Bonne semaine!